Avec nous sur ce plateau, Siddiq Abad de l'agence PANA, Frédéric Lejal de la Lettre du Continent. Bonsoir, merci d'être avec nous. Première réaction, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Oui, en fait, c'est le caractère déjà très très solennel de cette cérémonie. C'est vrai qu'Alassane Ouattara attendait ce moment depuis 20 voire 25 ans maintenant. C'est vrai qu'on lui a toujours, on l'a toujours empêché de briguer à la présidence. Il y a toujours eu des problèmes politiques. C'était vraiment l'homme à abattre au cours des 15 dernières années. Et c'est vrai que l'événement est à la hauteur de cette lutte politique. C'est un véritable, on a l'impression que c'est un véritable sommet de l'Union africaine. À titre personnel, j'ai jamais vu une investiture de ce type, à part celle peut-être de Nelson Mandela, ou vraiment à une dimension vraiment historique comme ça. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est la première fois effectivement qu'il y a autant de responsables, y compris des présidents qui ne se déplacent que rarement, comme Paul Biya. Siddiq, c'est également votre sentiment? Absolument, c'est une cérémonie d'investiture exceptionnelle sur le continent. Rarement on en a vu, et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une cérémonie aussi grandiose, tant par la participation des chefs d'État que par l'absence de clivage. On a vu beaucoup de pays anglophones. Généralement, quand il y a une investiture d'un chef d'État francophone, c'est les francophones qui se déplacent. Mais là, il y a eu autant de chefs d'État francophones qu'anglophones. Il y a eu des présidents qui n'ont pas l'habitude d'aller même à des sommets de l'Union africaine qui ont pris part. Et le nombre aussi confère un caractère totalement historique à cette investiture de Ouattara. Alors avant d'avancer dans la discussion, je vous propose de regarder ce reportage de notre correspondant à Yamoussoukro, car l'événement, c'était aussi les célébrations dans la rue, dans cette capitale politique plutôt calme. Angère Magnani. C'était une ambiance festive et très colorée pour une investiture historique. Venus de tout le pays, les Ivoiriens ont voulu marquer cet important événement qui conforte le début de la normalisation de la vie sociopolitique après la crise post-électorale. Et le Nord, la région d'origine d'Alassane Dramane Ouattara, ne cache pas sa fierté. Alassane Ouattara est un président venant du Nord et c'est une fierté pour le Nord, bien sûr. Et cette investiture pour nous, c'est une grande première et vraiment nous en sommes très fiers. Mais Alassane Ouattara est d'abord le président de tous les Ivoiriens et son investiture a un sens particulier pour la sous-région. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment l'Afrique, tous ceux qui aiment la paix et la stabilité dans le monde voient en ce jour un jour solennel. C'est en même temps le jour de l'espoir. On pense que maintenant, le pire est derrière nous et qu'on peut commencer à espérer. C'est un signal fort pour tous les pays africains qui nous regardent aujourd'hui, de leur montrer que quand un peuple veut quelque chose, il finit par l'emporter et que rien ne peut être au-dessus de cette volonté. Le nouveau président ivoirien est aujourd'hui porté par beaucoup d'espoir, mais les attentes de ses compatriotes sont tout aussi fortes, notamment chez les jeunes comme Namizata, transitaire au chômage, qui espère maintenant que son avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Et l'avenir est devant, on regarde devant sur le président Alassane et on lui fait entièrement confiance et on verra bien. Passé l'euphorie de l'investiture, il faut maintenant aller à l'essentiel et là, il y a du boulot. Angère Magnani, c'était une journée historique, vous l'avez dit, très festive et les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. Il fallait marquer les esprits et de ce point de vue, je crois que l'objectif est atteint. Oui, c'était prévu et le fait même que cette investiture ait lieu ici à Yamoussoukro montre bien évidemment qu'on est progressivement en train de retourner à la normale. Et puis Yamoussoukro, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et au cours de la campagne déjà, Alassane Dramane Ouattara avait promis à ses électeurs qu'il viendrait se faire se faire investir ici si jamais il était élu président de la République. Donc il a tenu parole. Mais quelque part, c'est une façon à lui de rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, mais également une façon à lui de dire merci à Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié, qui l'a beaucoup aidé et grâce à qui il est également là aujourd'hui au pouvoir. Il faut dire donc que globalement, Yamoussoukro est une ville bien acquise à Alassane Dramane Ouattara. Ici au second tour, il avait fait 82%, pardon. Donc la présence d'une soixantaine de chefs d'État et la présence d'une soixantaine de délégations et de plusieurs chefs d'État ici montre bien
que la Côte d'Ivoire renoue avec la communauté internationale et que Ouattara avait bien voulu marquer les esprits et je crois qu'il a réussi. En Germane, la rue de Yamoussoukro est acquise, donc vous l'avez dit, Alassane Ouattara, mais des proches de Laurent Gbagbo étaient aussi présents à la cérémonie d'investiture. Oui, et c'est déjà un bon signe que la réconciliation nationale est enclenchée. Mais il faudra bien plus que cela pour réussir cette réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale, il faut le dire, c'est le plus gros chantier, le plus gros challenge qui attend Alassane Dramane Ouattara. Il devra le réussir puisque c'est là-dessus qu'il devra tout construire pour la Côte d'Ivoire. Merci Germaine Niani en direct de Yamoussoukro. Alors la présence de proches de Laurent Gbagbo, c'est un bon signe pour la réconciliation, c'est un premier pas, Frédéric Lejal ? Oui, c'est un très bon signe. Enfin, Alassane Ouattara il n'était pas très nombreux, il y en avait 8. Oui, il n'a jamais caché qu'il ouvrirait le gouvernement. Il ferait un gouvernement d'union nationale ouvert éventuellement au Front populaire ivoirien. Maintenant, la question de la réconciliation nationale est très ambiguë parce qu'en fait, une réconciliation nationale ne se fait pas sans pardon. On l'a vu dans le cas de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a complètement pardonné ses anciens bourreaux et c'est, à mon avis, à ce prix qu'on réussit une vraie réconciliation nationale. C'est dit que vous pensez que Alassane Ouattara n'a pas complètement pardonné à ses rivaux, à ses anciens rivaux ? Non, Alassane Ouattara a dit clairement qu'il a l'intention de faire passer la justice avant le pardon. Donc, on va identifier les personnes responsables des graves crimes qui ont été commis à l'occasion de cette crise post-électorale avant d'envisager le pardon. Je crois que le pardon ne peut pas se faire dans l'impunité aussi. C'est un choix responsable. Maintenant, comment concilier à la fois la justice et le pardon? C'est tout le sens de la commission qui a été confiée, la mission qui a été confiée à la commission présidée par l'ancien gouverneur, l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny. Et ça, évidemment, je suppose que la population est consciente de cet antagonisme entre justice et pardon. Alors, qui pourrait faire partie de ce futur gouvernement d'union nationale? Est-ce que j'imagine qu'il y a déjà des tractations? Il y a déjà des noms qui circulent Frédéric Lejal? Au niveau du camp Gbagbo, vous voulez dire? Oui, ou du camp Bédié, bon, plus évidemment, le prochain Premier ministre, à mon avis, sera oufouettiste, puisque, comme on l'a rappelé, c'est quand même Henri Konan Bédié qui a été le faiseur de roi. C'est grâce à lui et à ses partisans, à ses militants, que Alassane Ouattara a pu être élu le 28 novembre. Donc, à mon avis, vraiment le signe de Ouattara vers le camp oufouettiste, c'est vraiment la nomination d'un Premier ministre. Alors, il y a beaucoup de noms qui circulent. Il y a Patrick Hachi, il y a même Jean-Louis Billon, il y a Tidiane Thiam, etc. Donc, à mon avis... Jean-Louis Billon, qui est le directeur de la Chambre de commerce, qui est très en vue en ce moment. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, déjà, rien qu'au niveau de la primature, on peut penser qu'il y a un rééquilibrage avec les oufouettistes. Je crois que la marge de manœuvre de Ouattara sur la nomination du Premier ministre est un peu étroite. À la fois, on sait que Bédié lui a permis d'être élu, mais c'est quand même Soro qui lui a permis de s'installer effectivement au pouvoir avec ses hommes. Si jamais Guillaume Soro devait partir, il faut trouver un point de chute. C'est quel point de chute qu'on va lui trouver? Ça, c'est une question délicate à laquelle Alassane Ouattara devra rapidement trouver une solution. S'agissant du gouvernement, je crois que les critères qu'il a énoncés sont très clairs. Il va privilégier d'abord la compétence technique par rapport aux critères politiques. Et sur ce plan-là, je crois que la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, a formé de bonnes ressources humaines. Si on devait choisir les gens en fonction uniquement de leurs critères de compétence, on trouverait un gouvernement rapidement en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut y avoir réconciliation si on n'intègre pas les anciens, les proches de Laurent Gbagbo, les anciens rivaux? Non, on ne peut pas envisager une réconciliation nationale ni un gouvernement d'union nationale sans les proches de Gbagbo. Certains seraient prêts à intégrer ce nouveau gouvernement? Quoi qu'on dise, quand même, Gbagbo représente 46% du corps électoral. Ouattara a gagné à 54%, Gbagbo a eu 46%. On ne peut pas envisager une réconciliation nationale sans ces 46%. Maintenant, il faudra au moins répondre à un certain nombre d'attentes du camp de Gbagbo, à savoir le sort de l'ancien chef de l'État. Quel est le sort qu'on va lui réserver? Le sort de plusieurs de ses proches qui sont encore en détention. Si on ne résout pas cette question, la réconciliation battra de l'aile. Alors on va revenir sur la diplomatie, sur l'envergure internationale. Tous les grands chefs d'État africains étaient présents à la cérémonie. Il n'y avait pas de grands absents, y compris ceux qui n'étaient pas
favorable à Alassane Ouattara durant le conflit post-électoral avec Laurent Gbagbo? Non, c'est vrai. Il y avait même des présidents qui ont montré une certaine réticence à soutenir Ouattara, comme je pense notamment au président de l'Union africaine, Obiang Nguema, qui était très proche de Gbagbo. Évidemment, Dos Santos n'était pas là, bien entendu, puisque c'était le principal soutien, le soutien indéfectible à Gbagbo. Mais il y a quand même des signes. C'est vrai que la plupart des chefs d'État de la sous-région ont été présents parce qu'ils voient bien que la Côte d'Ivoire reste quand même une puissance sous-régionale, une puissance financière. Ils ont énormément de ressortissants, que ce soit le Ghana, que ce soit le Bénin, le Burkina. Donc tous avaient intérêt à venir à cette investiture. Je pense que parmi les absents, on peut citer le président sud-africain Jacob Zuma, parce que son pays a quand même géré cette crise dès son départ avec le président Thabo Mbeki qui était son prédécesseur. Ensuite, lui-même s'est impliqué, donc on peut considérer qu'il était absent. Mais parmi les absents, parmi les présents qui n'étaient pas du tout des partisans de Ouattara, il y a le président du Ghana qui a manifesté son hostilité à un projet d'intervention de la CEDEAO, ensuite qui a privilégié une position. Il est là parce que il sait qu'il a conscience que le Ghana sans la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un pays frontalier avec lequel il y a beaucoup de liens économiques. Alors on va écouter maintenant Blaise Compaoré, le président du Burkinabé, est aussi l'artisan de la victoire d'Alassane Ouattara. On l'écoute. Écoutez, c'est surtout un moment pour saluer le courage du peuple ivoirien et saluer aussi le parcours exceptionnel de l'homme d'État Alassane Ouattara, qui, à travers des combats très forts, réussit à installer la démocratie en Côte d'Ivoire.